Bienvenue à cette première édition de la saison 2020 et 2021 de Sur la glace. Imaginez la dernière fois qu'on a fait cette balado-diffusion, c'était le 16 mars. Alors, la saison de Sur la glace avait pris fin abruptement, un peu comme les activités je dirais dire, un peu comme quand le monde s'est arrêté finalement au printemps, lorsque la saison a été mise sur pause, autant au hockey junior, autant dans la Ligue américaine. On ne savait pas trop si c'était pour recommencer en avril, en mai. Finalement, dans plein de cas, ça n'a jamais recommencé. C'est le cas de la Ligue américaine notamment. La Ligue de hockey junior majeur du Québec, elle, est en marche depuis 2 fins de semaine. Vous dire que ça va super bien, ce serait peut-être un peu exagéré, mais on a joué quand même 32 matchs. On aurait aimé en jouer 36 au cours des 2 premières fins de semaine. Il y a eu des cas de COVID à Sherbrooke, à Boisbriand. Bref, on est obligé de déplacer certains matchs dans le calendrier. Chose certaine, au moins, la saison est commencée, ce qui n'est pas le cas dans l'Ontario et dans l'Ouest où on parle de décembre en ce moment. Même chose un peu pour la Ligue américaine, peut-être même le mois de janvier pour la Ligue nationale aussi. Bref, c'est pas évident. Mais on a décidé, nous, à RDS, de reprendre cette balado-diffusion sur la glace, donc pour une 4e saison. Alors aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 71. On en avait fait 24 au cours des 2 premières années. On en a fait 22 l'an dernier. Alors, épisode 71 de Sur la glace, toujours extrêmement content d'être à la barre de ce projet-là qu'on a lancé lors de la saison 2017-2018. C'est un balado qui s'intéresse au hockey junior, aux espoirs, à la Ligue américaine. On se promène un petit peu quelquefois dans le Midget 3A, dans le Junior 3A. On est déjà même allé du côté des universités américaines pour parler avec des espoirs. Bref, on couvre large, on ratisse large. Ça s'appelle Sur la glace parce qu'on parle de hockey évidemment, mais aussi sur la glace, c'est un peu une expression qui veut dire en attente d'atteindre les rangs professionnels. Alors, il s'est passé plein de choses au cours de la dernière semaine. Évidemment, c'est la première fois qu'on a une balado-diffusion la même semaine qu'une séance de sélection de la Ligue nationale. Alors, évidemment, il en sera abondamment question avec mes 2 invités aujourd'hui. J'ai préenregistré 2 entrevues qu'on va vous présenter au cours des prochaines minutes. Une avec le commissaire Gilles Courteau et une autre avec le directeur général Philippe Boucher. C'est sûr qu'on va revenir amplement sur la séance de sélection de la Ligue nationale, sur le nombre de Québécois, de joueurs de la Ligue junior majeure du Québec qui ont été repêchés. Sur le Canadien qui n'en a pas repêché, je sais que ça a fait beaucoup jaser la semaine dernière, la petite statistique que j'ai sortie mercredi soir dernier. Pour ceux qui ne sont pas au courant, là, le Canadien est la seule équipe au cours des 7 dernières années, seule équipe parmi les 31 de la Ligue nationale, à ne pas avoir repêché un seul joueur de la LHJMQ dans les 4 premières rondes du repêchage de la Ligue nationale. Je ne parle pas de Québécois, ce n'est pas une question francophone. Aucun joueur de la LHJMQ, que ce soit des Maritimes, que ce soit un Européen qui joue dans la LHJMQ, il n'y en a pas eu au cours des 7 dernières années dans les 4 premières rondes. On va y revenir avec Gilles Courteau. On a parlé avec Gilles Courteau également du dossier des joueurs européens, un dossier qui traîne présentement et qui inquiète certaines équipes. On va revenir sur le fameux dossier des bagarres aussi, la nouvelle réglementation. Pour ceux que ça intéresse, il y a eu 32 matchs depuis le début de la saison dans la LHJMQ, seulement 2 bagarres. Alors, c'est presque en voie d'extinction. On sait qu'on a ajouté une punition de 10 minutes maintenant à la suite d'une bagarre. Et si un joueur se bat 3 fois, à la 4e fois durant la saison, il sera suspendu. On en a parlé avec le commissaire Gilles Courteau. Avec Philippe Boucher, on a parlé également de l'excellent début de saison des voltigeurs qui, encore une fois, tendent à vouloir un peu surprendre les observateurs et les experts, les voltigeurs qui se sont payés 2 fois les Foreurs de Val-d'Or en fin de semaine au centre Marcel Dionne. D'ailleurs, j'étais au match vendredi soir à Drummondville. On va beaucoup parler de Xavier Simoneau, un joueur qui n'a justement pas été repêché durant la séance de sélection de la Ligue nationale. Et moi, ça me fatigue un peu. Il me semble qu'en 6e, 7e ronde, c'est peut-être le genre de joueur qu'on aurait pu prendre une chance avec lui. Un joueur qui n'est pas sans rappeler les Yanni Gourde, les Jonathan Marchessault, les David Desharnais. Il en sera question, évidemment, avec Philippe Boucher, qui est son directeur général à Drummondville, Xavier Simoneau, qui est le meilleur compteur de la Ligue junior majeure du Québec présentement avec 10 points en 4 matchs. Si on revient un peu sur le repêchage, bien évidemment, Alexis Lafrenière, qui a été le choix numéro 1 des Rangers de New York. Je pense que c'était le secret le moins bien gardé dans le monde du hockey. Il a signé son premier contrat professionnel cette semaine, donc félicitations à Alexis Lafrenière, qui est devenu le 11e joueur de l'histoire de la LHJMQ à être réclamé au tout premier rang d'une séance de sélection. Il y a eu en tout 5 joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec repêchés en première ronde.
Outre Lafrenière à New York, on a eu Dawson Mercer avec les Devils du New Jersey au 18e rang. Hendrix Lapierre avec les Capitals de Washington au 22e rang. Ces derniers qui se sont avancés de 2 rangs pour être certains de mettre la main sur Hendrix Lapierre. Justin Barron des Mooseheads d'Halifax avec l'Avalanche du Colorado au 25e rang. Et Maverick Bourque des Cataractes de Shawinigan au 30e rang avec les Stars de Dallas. Parlant de Maverick Bourque, il a été choisi le joueur de la semaine dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. 3 buts et 2 passes dans les 2 victoires des Cataractes en fin de semaine. Donc, Maverick Bourque qui a été repêché par Dallas. Je fais une petite parenthèse. New York, les Rangers de New York n'avaient pas repêché un Québécois en première ronde depuis 1977. Il fallait remonter à Lucien Deblois dans la LHJMQ qui jouait pour les Éperviers de Sorel à l'époque. Oui, on avait repêché Dan Cloutier en 1994, qui est un gardien d'origine québécoise de Mont-Laurier, mais qui évoluait dans la Ligue de l'Ontario. Alors, Québécois de la LHJMQ en première ronde, ça faisait 43 ans que les Rangers n'étaient pas arrivés. Et dans le cas de Washington, qui repêchait Hendrix Lapierre, ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas repêché un joueur de la LHJMQ. C'est assez phénoménal. Et dans le cas des Stars de Dallas, ça faisait 7 ans qu'on n'avait pas repêché un joueur de la LHJMQ. Alors, ce sont 2 équipes qui ne sont pas habituées à repêcher au Québec, qui se sont exécutées au cours de cette séance de sélection. On vous le dit, on vous le rappelle, le Canadien n'a pas repêché de joueur de la LHJMQ pour la 3e fois en 5 ans. Est-ce qu'il y aura des joueurs qui seront invités à un éventuel camp des recrues, si camp des recrues il y a? Parce qu'on le sait, souvent, lorsque les séances de sélection se terminent, on se dit, le gars n'a pas été repêché, mais il peut être invité. Puis il y a des joueurs qui profitent de ces invitations-là quelquefois pour avoir un contrat. On pense à Philip Myers, entre autres, avec les Flyers de Philadelphie. C'est arrivé il y a quelques années et c'est un exemple parmi tant d'autres. Michael McNiven avec le Canadien, c'était arrivé également. Joel Teasdale, c'est arrivé. Alors, bref, on verra ce que l'avenir réserve à ces jeunes qui n'ont pas été repêchés. Chose certaine, le repêchage n'est pas une fin en soi. Je vais de nouveau citer mon collègue Bruno Gervais qui me dit souvent pendant les matchs, lorsqu'on fait la description du Rocket de Laval, que selon lui, le repêchage, c'est la journée la plus surévaluée dans le monde du hockey. Vous savez quoi? Je pense qu'il n'y a pas tard parce qu'il y a plein de joueurs qui réussissent de belles carrières. Il y a même un Yanni Gourde qui a gagné la Coupe Stanley avec le Lightning de Tampa Bay il n'y a pas très longtemps et pourtant c'est un joueur qui n'avait ni été repêché dans la Ligue nationale, ni repêché dans la Ligue junior majeure du Québec non plus à l'époque. Alors c'est un bel exemple de persévérance. Je veux revenir un petit peu, quelques minutes avant de vous présenter l'entrevue avec Gilles Courteau sur tout le débat qu'on a eu la semaine dernière concernant les joueurs québécois, les joueurs de la LHJMQ que le Canadien ne repêche pas. Et je suis souvent la cible de ces commentaires-là. J'assume très bien ce que j'ai écrit. Moi, je ne rapporte que des faits. Je ne suis pas en train de dire que le Canadien aurait dû prendre un tel plutôt qu'un tel, parce que bien souvent, je suis un peu biaisé dans mon jugement. Je ne connais pas autant les joueurs que le Canadien a repêchés, ou même des fois, je ne les connais pas du tout. Je ne suis pas en train de dire qu'en 4e ronde, on aurait dû prendre Xavier Simoneau plutôt que Biondi des États-Unis qui joue dans une école secondaire au Minnesota que je n'ai malheureusement pas vu jouer. Je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas faire du second guess, comme on dit. Avec le Canadien. Je pense que Trevor Timmons et son équipe, ce sont des gens compétents et eux, ils décident de repêcher le joueur qu'ils pensent être le meilleur à ce moment-là. Et savez quoi? C'est bien correct. Je n'ai seulement soulevé le point que c'est quand même étrange que le Canadien de Montréal est la seule équipe dans les 7 dernières années à ne pas avoir repêché un joueur de la LHJMQ. Pas un francophone, là, un joueur de la LHJMQ dans les 4 premières rondes. Les 30 autres équipes l'ont fait au moins une fois. Le Canadien ne l'a pas fait. C'est tout ce que j'ai soulevé. J'ai trouvé que c'était bizarre, provenant d'une équipe, la seule qui est en sol québécois, provenant d'une équipe dont le DG m'avait dit en 2012, lorsque j'avais posé la question, je suis content que tu me poses cette question-là parce que oui, on va faire attention aux produits de la LHJMQ. Et vous savez quoi? On est forcé d'admettre que ça n'a pas été nécessairement le cas parce que depuis 2014, on a repêché 4 joueurs de la LHJMQ dans les rondes 5 à 7. Et de ces 4-là, il y en a 3 qui ne sont plus dans l'organisation du Canadien. Daniel Audette a joué pour Laval, n'a jamais joué pour le Canadien. Simon Bourque a été repêché, a passé dans la transaction avec Joel Armia. Ça n'a pas fonctionné, a joué quelque peu à Laval non plus. Samuel Hood, qui est toujours avec les Saguenay-Chicoutimi, on ne lui a pas offert de contrat en juin dernier. Il reste Raphaël Harvey-Pinard, qu'on a pris en 7e ronde l'an dernier. On verra ce qui va arriver. Alors, c'est quand même comme sensation. Et ce qui a fait peut-être sauter les valves de certains, c'est lorsqu'en 7e ronde, le Canadien détenait un choix. Pour être très exact, c'était le 188e. Et on a décidé de laisser aller ce choix-là de 7e ronde pour un choix de 7e ronde l'an prochain. 1 pour 1, là. On ne s'est pas amélioré en 6e ronde l'an prochain. Un 7 pour un 7 avec les Blackhawks de Chicago. On avait déjà à ce moment-là 13 choix de repêchage l'an prochain. Donc là, on en a acquis un 14e, ce qui est énorme.
Et les Blackhawks, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ce choix-là? Ils ont repêché Louis Crevier, défenseur des Saguenay-Chicoutimi. Alors, c'est quand même bizarre qu'une équipe des États-Unis fasse une transaction pour aller chercher un choix de 7e ronde pour repêcher un gars québécois quand l'organisation du Canadien, qui a déjà en masse de choix pour l'an prochain, ne le fasse pas. C'est là qu'a parti peut-être un peu je dirais pas la controverse, mais en tout cas, le débat, appelez ça comme vous voulez. Moi, j'ai soulevé le point. Moi, je ne fais que soulever le point, là. Et je ne suis pas en train de dire que Louis Crevier est meilleur que le gars qu'on va repêcher en 7e ronde avec ce choix-là l'an prochain. C'est pas ça. C'est juste, il me semble qu'on devrait faire un petit effort, un effort supplémentaire. On en aurait repêché 2, 3 là, dans les 4, 5, 6 dernières années. On n'en serait pas parlé de ça aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je vous le dis à la fin de l'entrevue là, avec Gilles Courteau, on va en parler de cette discussion-là. On passe un paquet de sujets avec Gilles. Je vous présente ça tout de suite. C'est une entrevue qu'on a réalisée ce matin avec le commissaire de la Ligue junior majeure du Québec, Gilles Courteau. Gilles, merci d'avoir accepté l'invitation pour notre première de notre balado-diffusion. Écoute, je ne veux pas m'éterniser sur la COVID. Je pense que les gens, quelque part, sont tannés d'en entendre parler. C'est sûr qu'on doit vivre avec ça. La Ligue, vous avez réussi à partir la saison. Vous avez 32 matchs de jouer en 2 fins de semaine. On en a échappé quelques-uns. Fais-moi le bilan peut-être de ces 2 premières fins de semaine-là, ce que vous avez eu à vivre en raison des nouvelles qui ont été annoncées là, par la santé publique. Et ce qu'on a eu dans le moment, depuis le début de la saison, comme je l'ai mentionné, en fonction de notre protocole qu'on avait établi avec la santé publique des 4 provinces, nos équipes ils font toujours un excellent travail à cet effet-là. Malheureusement, on a eu 2 équipes qui ont connu des tests positifs et on continue toujours à travailler avec la santé publique des 4 provinces. On veut essayer de ne pas trop affecter le calendrier. J'ai vu qu'on avait avancé des matchs. C'était quelque chose que vous aviez prévu d'avance ça, de faire si jamais ça arrivait? Là? Effectivement, on avait prévu ça avec notre début de saison le 1er octobre, de réduire le calendrier de 68 à 60 matchs dans nos matchs interdivisions. Dans les divisions seulement, il n'y avait pas de voyage entre les divisions. Et s'il y avait des matchs où on devait reporter en raison soit de la COVID ou, comme on le sait, en hiver, il peut nous arriver également des mauvaises températures, tempêtes de neige, ces choses-là. Donc, c'est prévu qu'on puisse reprendre les matchs à ce moment-là. On espère évidemment qu'après le 28 jours, les équipes qui ont été plongées là-dedans vont être capables de reprendre les activités, de reprendre les matchs. C'est ce qu'on souhaite présentement. Hein? C'est ce qu'on souhaite qu'il puisse arriver, mais comme j'ai mentionné tantôt, l'important, c'est qu'on est en communication constante et régulière avec la santé publique des 4 provinces, puis on suit l'évolution avec eux. OK, on va laisser la COVID de côté, Gilles. On va la laisser de côté, oui, là, je veux pas mais en même temps, il y a des choses qui sont reliées à ça. On a beaucoup parlé en début de saison là, de la nouvelle réglementation concernant les bagarres. Il y a gens qui ont rattaché ça à la subvention que vous attendez du gouvernement du Québec, la ministre Isabelle Charest qui n'était pas contente au début. Puis finalement, on a pondu cette nouvelle réglementation-là. Juste pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, il y a eu 2 combats en 32 matchs jusqu'ici depuis le début de la saison. Donc, ça a encore beaucoup baissé par rapport à ce qu'on était. As-tu l'impression que ce dossier-là est réglé pas mal? Là? Bien, je pense que la réglementation qui a été mise en place va encore une fois renforcer les conséquences suivant une bagarre. Je pense que ça, c'est l'élément sur lequel on travaille le plus au niveau de la Ligue. Ça a toujours été de voir qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place comme conséquence pour suivant une bagarre. Je pense que le 5 minutes et 10 minutes de mauvaise conduite, c'est une chose. Suspension d'un match à la 3e bagarre par le même joueur qui était à la 11e, aller jusqu'à cette année. On fait beaucoup d'améliorations pour s'assurer la sécurité des joueurs, puis de faire en sorte à ce que ça puisse toujours s'en aller en s'améliorant, puis qu'on puisse présenter un match axé sur ce qu'on voit au hockey aujourd'hui, la vitesse et les habiletés. Tu réponds quoi à ceux qui disent qu'on ne serait peut-être pas arrivé à ce règlement-là, l'UTT de la COVID, je la remets en parenthèse, et de la subvention que vous attendiez? C'est certain que dans le processus de la discussion qu'on avait eue, à l'origine, on était déjà arrivé avec une réglementation qu'on a proposée à nos équipes qui avait été
il y avait eu quand même un vote majoritaire, mais qui n'était pas suffisant parce que ça prenait le 2 tiers des membres présents qui pouvaient permettre à nos équipes d'aller de l'avant. Comme on a dit, la ministre Charest, depuis le mois de février dernier, qu'elle avait été très claire avec moi, principalement, et avec nous, la Ligue junior majeure du Québec, en faisant un message clair publiquement en février qu'elle s'attendait à ce que la Ligue puisse améliorer ou augmenter les conséquences suivant une bagarre. Quand le vote n'a pas passé, dans toutes les conversations que j'ai eues avec la ministre, il n'y a jamais eu de menace de quelque nature que ce soit, où il n'y avait rien de rattaché en disant ça prenait une sanction plus sévère pour qu'il y ait une contribution financière. Publiquement, ça a pu paraître ainsi, mais je vous dirais qu'à l'interne, quand la décision a été prise, elle était basée sur la demande de la ministre de réviser le vote qui avait été pris 2 semaines précédemment pour en arriver avec une conclusion. Fait que là, en plus de 5 minutes pour s'être battu 18 mètres de mauvaise conduite, on a ajouté la suspension automatique après 3 bagarres. La subvention, là, il y a toutes sortes de chiffres qui ont été véhiculés. Il y en a qui ont parlé de 15 millions, 20 millions. Ça en est où, ça? Puis c'est pour quand, dans le fond? Est-ce que vous avez une espèce d'échéancier pour les équipes? Parce que présentement, on fonctionne avec aucun revenu là, pour les 12 équipes du Québec. Oui, à cet effet-là, dans le moment, comme je l'ai mentionné, puis dans les entrevues que j'ai eu à faire, les négociations, les discussions et négociations vont très bien entre le gouvernement et nous au niveau de la Ligue, plus particulièrement la ministre Charest. Et nous, on a eu différentes discussions avec différents paliers gouvernementaux depuis le mois de mai dernier. Mais je vous dirais que ça va bien. Puis je m'attends à ce que d'ici le milieu de la semaine prochaine, qu'on soit en mesure là, de finaliser le tout. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle pour les équipes. Il y a un autre dossier qui chatouille plusieurs équipes, c'est le dossier des joueurs européens. Je sais qu'd'une certaine façon, vous êtes pris avec la réglementation. Il y a un des DG de la Ligue la semaine dernière qui était très inquiet. Il a peur que les joueurs euros signent des contrats en Europe et ne reviennent pas. Il y a des agents qui mettent de la pression et des parents même de ces joueurs européens-là, semble-t-il, qui s'en mêlent aussi. La saison avance. En Europe, ça joue à plusieurs endroits en ce moment. Est-ce que vous avez peur à un certain moment que si on n'arrive pas à régler ça, on va perdre ces joueurs-là qui, pour certaines équipes, sont des éléments extrêmement importants? Là? On est très conscient de ça. Le point qu'on a fait dernièrement, c'est il y a eu une entente qui a été convenue entre Hockey Canada et la Fédération internationale de hockey sur glace, où, dans le but de ne pas empêcher le joueur de jouer au hockey, qu'il puisse jouer au hockey dans son équipe européenne jusqu'à la reprise des activités, pas la reprise des activités, jusqu'à ce que l'Agence canadienne de la santé publique puisse permettre aux joueurs de traverser la frontière et de venir évoluer au niveau de la Ligue junior majeure du Québec. Au moment où on se parle, ça peut paraître être un dossier très lourd. Je comprends la frustration des équipes, la frustration des joueurs européens, des agents et de leurs parents. Je comprends ça très bien. Mais nous, on a à gérer ou à travailler avec la santé publique de nos 4 provinces et surtout avec l'Agence canadienne de la santé publique qui est le maître d'œuvre au niveau d'accorder des transferts et de permettre aux joueurs de traverser la frontière pour venir évoluer dans notre ligue. On a des demandes hebdomadaires d'ajustement à notre protocole de retour au jeu. On a des modifications à y apporter pour renforcer l'encadrement qu'on donne aux joueurs actuellement. On s'ajuste à ces éléments-là. C'est quotidien ce que l'on fait avec la santé publique de nos 4 provinces et encore davantage avec l'Agence de santé publique canadienne qui est le maître d'œuvre de dire oui ou non pour que les joueurs puissent traverser et venir jouer chez nous.
nous autres, on répond à leurs questions, on fait des ajustements, puis on est en attente de l'évolution du dossier. Parce qu'on s'entend que lorsque ces joueurs-là vont arriver, il va y avoir une quarantaine à respecter. Donc, ces joueurs-là ne pourront pas jouer vraisemblablement avant le mois de novembre. Dans le moment, là, c'est ça, il va y avoir 14 jours que le joueur va devoir être en confinement. Mais ce qui est important de prendre en considération aussi, Stéphane, c'est que le côté positif de ce qu'on a pu réaliser là, jusqu'à maintenant, c'est de permettre à ces joueurs-là de continuer à jouer. Et ils n'arriveront pas ici pas en forme puis d'avoir été inactifs pendant une longue période. Ils vont avoir joué des matchs. Alors, de ce côté-là, on ne prévoit pas qu'il va y avoir un gros ajustement à faire pour eux, mis à part la quarantaine. Mais ça risque que ça devienne un danger que le joueur qui commence une saison dans une équipe d'Europe, ça se passe bien là-bas, c'est un paquet de troubles au Canada. Regarde, je vais laisser faire puis je vais rester ici cette année. Là. C'est des choses qui peuvent arriver. Là. Bien, au moment où on se parle, ça peut être ça, mais comme je dis, c'est que depuis le début, d'abord, premièrement, je vous dirais que 99% de la demande des transferts des joueurs a été approuvée par la Fédération internationale et Hockey Canada. Donc, les joueurs n'ont pas été libérés et retournés à leur équipe. Ils ont été prêtés pour qu'ils puissent débuter la saison. Fait que ça, c'est un gros point qui est important de prendre en considération. Et dès que ça va être permis de revenir, les joueurs vont réintégrer leur équipe aussitôt que possible. Je suis convaincu de cette situation-là parce qu'on a trop d'appels d'agents ou de dirigeants d'équipe ou qui s'informent de la situation puis qui savent que ça va être temporaire puis qui ont bien hâte qu'ils puissent venir évoluer pour leur équipe de la LHJMQ. Un des prochains dossiers sur lequel j'ai l'impression que vous allez avoir à travailler, vous y travaillez probablement déjà à l'interne, le fameux format des séries. Là. On ne sait pas, en ce moment, la saison a commencé, on ne sait pas combien d'équipes vont participer aux séries, on ne sait pas si ça va être à l'intérieur des sections. J'ai même entendu dire dans les arénas, je suis allé à quelques matchs depuis le début de la saison, il y a une possibilité que les 18 équipes participent aux séries cette année. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Bien, toutes les hypothèses qui peuvent être avancées sont toutes bonnes. Je dirais qu'au moment où on se parle, comme on a mentionné aux équipes, on va statuer là-dessus au plus tard au mois de décembre. Pour être honnête avec toi, Stéphane, au moment où on se parle, il n'y a aucun scénario de séries éliminatoires qui a été avancé. Je pense qu'on est davantage focusé à travailler avec la santé publique, puis des 4 provinces et également travailler sur le dossier des joueurs étrangers. Puis par la suite, on commencera à regarder ce qu'on pourra faire avec les séries éliminatoires, mais au moment où on se parle, on n'a rien de fait à cet effet-là. On n'a aucun scénario d'envisager ou de quelque nature que ce soit. Là, il y a plusieurs idées qui sont amenées, mais il n'y a rien sur lequel on a planché jusqu'à maintenant. Mardi dernier, pour la 11e fois de l'histoire, il y a un joueur de la Ligue junior majeure du Québec qui a été repêché premier au total, Alexis Lafrenière, qui est devenu un Rangers de New York. Tu avais évoqué la possibilité dans ton point de presse à Sherbrooke en début de saison de peut-être le revoir à Rimouski à un certain moment pour se remettre en forme. Finalement, les Rangers hier ont comme dit non, il n'y aura pas de Rimouski pour Alexis Lafrenière. Est-ce que tu y croyais vraiment? Est-ce que tu trouves ça dommage de voir qu'il aurait peut-être pu profiter de la Ligue pour se remettre en forme un peu puis que finalement, on ne le reverra pas? Mais à cet effet-là, je ne suis pas au courant de la déclaration des Rangers de New York qui ont dit qu'il n'y aura pas d'Alexis Lafrenière à Rimouski. Je ne sais pas c'est quoi qu'ils envisagent faire avec lui s'ils considèrent que... s'entraîner à New York pour se préparer. OK. Ça peut être une situation, puis ils sont devant l'inconnu quant à leur camp d'entraînement au début de saison. Alors, à cet effet-là, c'est leur décision à ce niveau-là. Mais dans le moment, bien entendu que j'aurais aimé personnellement qu'Alexis Lafrenière se présente au camp d'entraînement de l'Océan de Rimouski. Quand tu as l'opportunité d'être considéré comme étant le meilleur joueur de hockey au monde, qui va être sélectionné en première ronde, je pense que les coéquipiers avec qui Alexis a évolué, comme les nouveaux joueurs qui se greffaient à l'organisation d'Océanique, auraient mérité de voir Alexis Lafrenière dans l'entourage, qui puisse démontrer son rôle de leader, qui puisse également démontrer
démontrer à la population et également au monde du hockey pourquoi il est considéré comme étant un numéro 1. Je pense que ça aurait été une belle marque de reconnaissance qu'Alexis aurait pu faire. Il aurait pu également prendre arrangement avec Serge Beausoleil pour les entraînements, les matchs hors concours et ces choses. Je pense que je m'attendais à ce qu'Alexis puisse se présenter à Rimouski pour les raisons évoquées. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il ne s'est pas présenté à Rimouski. Et je respecte la décision d'Alexis. Je sais que ce n'est pas le seul qui a eu à prendre cette décision-là. Je ne la partage pas. Je la respecte, mais je pense que, comme pour les raisons que j'ai évoquées, c'est pas tous les jours que tu as l'opportunité d'avoir dans ton organisation un joueur qui est considéré comme étant le meilleur joueur de hockey au monde, qui va être sélectionné premier. Il aurait pu se présenter à Rimouski, puis vivre l'attente de la séance de sélection avec ses coéquipiers, avec les recrues. Ça aurait été le fun que les joueurs qui est sélectionnés, qui aient eu cette opportunité-là de voir Alexis Lafrenière, qui aurait pu parler de l'organisation de l'Océanique, même si Alexis le fait à l'extérieur, en étant chez lui, puis suite à la sélection qu'il y a eu avec la Ligue nationale. Mais encore une fois, éternisé là-dessus, mais je pense qu'il aurait pu être à Rimouski. Gilles, je ne peux pas te laisser aller sans revenir sur le repêchage de la semaine passée. Ça a fait beaucoup jaser. Pour la 3e fois en 5 ans, le Canadien n'a pas repêché le junior majeur du Québec. Et pour la 7e fois en 7 ans, aucun dans les 4 premières rondes. Qu'est-ce que tu penses de ça? J'aimerais ça que tu sois le plus transparent possible. Moi, je fais partie de ceux qui ont soulevé ça, puis il y a des gens qui m'appuient là-dedans, il y a des gens qui me répondent on s'en fout d'où les joueurs reviennent. Chaque année, c'est un débat. La seule équipe de la Ligue nationale qui n'a pas pris de joueurs de la Ligue junior majeure du Québec, je ne parle pas seulement de Québécois, là, de joueurs de la Ligue junior majeure du Québec, des Maritimes ou les Européens qui jouent. 7 ans, c'est la seule équipe qui n'en a pas pris dans les 4 premières rondes. Qu'est-ce que le commissaire pense de ça? Le premier point qui est important à clarifier, là, puis tu l'as touché, Stéphane. Pour moi, on a eu 19 joueurs de sélectionnés. C'est des joueurs qui viennent de partout, qui ont été sélectionnés par une équipe de la Ligue nationale qui évoluait dans les juniors majeurs du Québec. J'étais aussi fier de voir Dawson Mercer puis Justin Barron être sélectionné, que j'ai été de voir Maverick Bourque puis Hendrick Sapierre partir en première ronde après Alexis Lafrenière comme premier choix. Moi, je reviens toujours avec le point de dire je peux pas dire que le Canadien de Montréal aurait pu sélectionner le joueur X au détriment du joueur qu'ils ont sélectionné. Je ne les vois pas, les joueurs que les joueurs, je ne les connais pas. Que je peux pas me baser là-dessus, puis je peux pas dire ça n'a pas de bon sens qu'il ait pris tel joueur à la place d'avoir pris tel joueur de la Ligue junior majeure du Québec. Je les connais pas. Dans leur façon de travailler puis de se préparer pour une séance de sélection, je ne sais pas s'il y a un critère qui se dit de pouvoir de faire un devoir de sélectionner un joueur provenant de la Ligue junior majeure du Québec. Je ne pense pas que tu dois préparer une séance de sélection en disant il faut absolument qu'on sélectionne un joueur qui provient de la Ligue junior majeure du Québec. Comme ça, on va éviter d'avoir une tempête médiatique comme ils ont vécu avec cette séance de sélection-là. Puis je me répète, chaque équipe a une façon de se préparer pour la séance de sélection. Ils ont tous un but. C'est le même but, c'est de prendre le meilleur joueur disponible à l'intérieur de ça. Moi, aujourd'hui, j'aime mieux focusser sur ce que j'ai trouvé extraordinaire que les Capitals de Washington ont fait en première ronde de devancer de 2 rangs, de faire un échange avec Calgary pour pouvoir obtenir le joueur qu'il voulait obtenir. Ça, pour moi, c'est une grande satisfaction. Et sur la façon de faire du Canadien de Montréal, il y a un constat que tu as soulevé qui est quand même assez approprié de voir que le Canadien n'a pas sélectionné de joueurs dans les 4 premières rondes au cours des 7 dernières années qui provenaient de la Ligue junior majeure du Québec, alors que tous les autres clubs l'ont fait une fois. C'est quand même un constat assez... Ça devient une tendance.
Ouais, ça devient ça. Mais tu sais, quand on arrive dans cette situation-là, c'est ça. C'est que, tu sais, pour moi, il y a eu 19 joueurs qui ont été sélectionnés. C'était une très bonne année pour la Ligue junior majeure du Québec. Il y a plusieurs bons joueurs qui, selon moi, auraient pu être sélectionnés, qui ne l'ont pas été, qui vont certainement être invités à prendre part au camp des recrues si jamais il y a camp des recrues au niveau de la Ligue nationale. C'est certain qu'il y a une déception de voir que l'équipe du Canadien de Montréal ne sélectionne pas ou va pas sélectionner de joueurs provenant de la Ligue junior majeure du Québec. Mais comme j'ai dit, je ne suis pas dans leur soulier. Mais est-ce que tu as l'intention, en tant que commissaire, de parler à Jeff Molson, de parler de ça à Marc Bergevin? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de ton agenda? Tu sais, dans le moment, j'ai une très, très bonne relation avec Marc Bergevin. On se parle régulièrement, puis il pose des questions sur des joueurs, il pose des questions sur des entraîneurs. Il fait le travail qu'il a à faire. Moi, je suis beaucoup plus malheureux pour des gars comme Donald Audette et Serge Boisvert, qui sont les recruteurs qui couvrent la Ligue junior majeure du Québec, principalement. Ils ont un territoire plus élargi, mais ils couvrent la Ligue junior majeure du Québec. De voir que ces gens-là, le travail qu'ils font, ils ne sont pas en mesure de convaincre Trevor Timmons et l'état-major de dire tel joueur, il faut qu'il soit sélectionné parce qu'on considère que c'est le meilleur joueur. T'sais, moi, avant, c'est sûr que Trevor Timmons, c'est probablement lui qui a le dernier mot dans dire qui on sélectionne ou pas, mais je reviens à Donald Audette et Serge Boisvert. Quand tu es convaincu d'un point, c'est comme toi, Stéphane, dans ton entreprise, comme moi, au niveau de la Ligue, quand je suis convaincu de quelque chose, je vais me battre jusqu'au bout pour assurer de défendre mon point. C'est dans le moment et Donald Audette et Serge Boisvert, ces personnes-là sont identifiées comme des gens de dire quel est comment je pourrais dire ça? Donc, quel est l'impact qu'ils ont lorsqu'ils arrivent pour affirmer que tel joueur devrait être sélectionné? Tu sais, je sais qu'en début de saison, l'équipe du Canadien a envoyé des recruteurs assister à des matchs entre Chicoutimi et Shawinigan. Je sais que Trevor Timmons s'est déplacé pour je l'ai vu à Shawinigan. Assister à un match. Je sais qu'il c'est pas. C'est des situations qu'ils font, puis et puis j'ai parlé avec des gens de l'extérieur qui connaissent les choix du Canadien de Montréal, puis ils disent que à titre d'exemple, le premier choix qu'ils ont pris, ils ne pouvaient pas passer à côté de ce joueur-là. C'était impossible qu'ils passent à côté de lui. Tant mieux. Tant mieux. Et Gilles, toi et moi, je pense qu'on n'est pas en train de dire qu'il devrait en prendre 10 à chaque année. C'est pas ça. Non. De voir que c'est la seule équipe en 7 ans à ne pas en avoir pris, c'est quand même un peu. Puis moi, l'affaire qui m'a un petit peu, qui a frappé l'imaginaire des gens aussi, c'est qu'un dépisteur qui s'appelle Alexandre Rouleau, qui travaille pour les Blackhawks de Chicago, a réussi à convaincre son patron en 7e ronde d'aller chercher un choix de repêchage parce qu'il tient un joueur des Saguenay-Chicoutimi. Et on va chercher ce choix-là chez les Canadiens. Les Canadiens échangent un choix de 7e ronde pour un 7e l'année prochaine. On s'entend qu'on n'a pas gagné en valeur. Et l'autre équipe prend ce Québécois-là souvenir du Canadien. C'est un peu bizarre. Oui. C'est effectivement un facteur. Ça veut dire que le Canadien de Montréal, à ce moment-là, avait décidé que pour eux autres, il n'y avait plus aucun joueur intéressant d'ancienne sélection qui pouvait les aider ou pas. Comme je dis, il faut respecter leur décision. Je ne la partage pas parce que c'est. Puis je ne veux pas embarquer dans un débat avec l'organisation du Canadien de Montréal à l'intérieur de ça. Mais puis comme je disais tantôt, c'est une organisation qui invite plusieurs joueurs de la Ligue à leur camp de recrues, qui donne des opportunités, qui font ces éléments-là. Quand je parlais d'avoir une influence, je ne suis pas certain que si Joël Bouchard et Dominique Ducharme ne sont pas autour de la table, que Xavier Ouellet est encore avec le Canadien de Montréal. C'est des gars qui l'ont connu quand il jouait junior. C'est des gars qui savaient comme. C'est de même que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne au niveau du. C'est pas différent. Que ce soit avec le Canadien de Montréal, les Blackhawks de Chicago, Washington ou San Jose, c'est de même que ça fonctionne. Fait que c'est comme ça. On a des résultats positifs
du côté, de exemple, de la Ligue américaine. Il y a des joueurs de la Ligue junior majeure du Québec qui évoluent là. Il y a des Canadiens, mais il y a une statistique là, qui est quand même frappante que tu as sorti, Stéphane, qui a fait beaucoup jaser à cet effet-là. Puis, c'est au Canadien de Montréal à répondre à ça. Là. C'est... On essaie fort, je peux te le dire. Gilles, merci beaucoup d'avoir pris le temps pour notre première cette année. Puis on espère que la COVID va laisser tranquille la Ligue et les joueurs de la LHJMQ au cours des prochaines semaines. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, Stéphane. Alors voilà, donc on revient avec cette entrevue. Merci au commissaire Gilles Courteau d'avoir justement pris le temps de discuter avec nous et surtout de ce sujet pour la séance de sélection. Je le répète, Stéphane Leroux n'est pas en train de dire qu'on doit prendre que des joueurs de la LHJMQ. Stéphane Leroux n'a pas dit qu'on aurait dû prendre Dawson Mercer à la place de Caden Goulet. J'ai jamais dit ça. Je n'ai que constaté que le Canadien n'avait pas repêché de gars de la LHJMQ au cours des 4 premières rondes dans les 7 dernières années. On parlait un peu de la COVID avec Gilles. Au moment où on est en train d'enregistrer la balado, on apprend que du côté de Victoriaville, ça va peut-être être difficile à compter de vendredi aussi. On sait que c'est déjà pas évident à Boisbriand, à Sherbrooke, où on a eu des cas. Il y a la fameuse zone rouge qui frappe Québec aussi, qui a frappé Moncton en fin de semaine. C'est pas évident en ce moment. On parle de 7 équipes là, qui pourraient être arrêtées de jouer. Alors, là, il y a des matchs dans les 2 équipes de l'Abitibi s'affrontent en fin de semaine. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. Il y a des matchs dans les Maritimes de prévus. Pour l'instant, à Chicoutimi, à Shawinigan, vendredi soir, ça semble tenir le coup en ce moment. On parle de zone orange en Mauricie. C'est pas évident. C'est pas évident. On va suivre ça de semaine en semaine. Mais j'ai pensé également lâcher un coup de téléphone ce matin à Philippe Boucher, directeur général des Voltigeurs de Drummondville. Pourquoi? Parce que, premièrement, son équipe a un bon début de saison. Eux aussi, ils ont appris, malheureusement, en fin de semaine, que leurs activités seront suspendues, là, fort probablement à compter de jeudi ou vendredi. Alors, pas de match, vraisemblablement, pour les Voltigeurs en fin de semaine. Il a beaucoup été question aussi du repêchage. Je suis revenu sur ce sujet-là avec Philippe. Philippe, qui a quand même été un choix de première ronde dans la Ligue nationale, qui dirige des équipes dans la LHJMQ. Là, il a été directeur général à Rimouski et à Québec avant d'être à Drummondville. Comment on prend des décisions, des fois, lorsque vient le temps de repêcher. On a évidemment beaucoup parlé de Xavier Simoneau aussi, qui est un joueur qui a été laissé pour compte lors de cette séance de sélection-là la semaine dernière. Un joueur que moi, j'aime beaucoup. Un joueur qu'à chaque fois que tu vas voir jouer les Voltigeurs de Drummondville, tu le remarques sur la patinoire. Et il a été question de ça et plein d'autres choses. Alors, je vous présente cette entrevue avec le directeur général des Voltigeurs, Philippe Boucher. Philippe, premièrement, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour discuter un peu à notre première de la saison sur la glace. Écoute, sur la glace, les Voltigeurs, ça va très bien depuis le début de la saison. Je pense qu'encore une fois, vous confondez un peu ceux qui vous ont placé plus bas dans le classement. Ça a été comme ça toute l'année passée. C'est un bon départ pour une équipe qui a beaucoup de joueurs de 16 ans. Là. Oui, bon, on a bien aimé vous taquiner l'année passée avec les prédictions. Cette année, écoute, je les ai même pas regardées. On était tellement... On est content d'être sur la glace, mais c'est question logistique, ça n'a pas toujours été facile. Puis oui, on a un bon début de saison. On est allé en Abitibi, c'est jamais facile d'aller là-bas. Rwanda peut être une équipe qui nous ressemble un petit peu là, en reconstruction, en début de... ça a bien été là-bas, puis contre Val-d'Or à la maison, là, ça a très bien été. Là. Je pense que notre jeune équipe suit le leadership là, de Simoneau et de Campbell, puis on a eu une très bonne fin de semaine encore. Quand vous voyez ça en début de saison, un peu comme l'année passée où vous repartiez la roue, toi, c'était ton arrivée avec l'équipe, est-ce que c'est un élément de motivation? Tu parles des prédictions que le monde voit un petit peu. Un petit peu, je pense que oui. Puis, tu sais, je suis pas sûr que c'est quelque chose que. Tu sais, je suis pas là au day-to-day dans la chambre comme Steve, comme coach peut l'être. C'est assurément, je pense qu'il t'en a parlé beaucoup l'année passée, ils s'en ont servi. Mais je pense que tu n'as pas besoin de le faire. Je pense que les jeunes ils vont voir, sont curieux de voir les prédictions. Puis oui, ils s'en sortent comme motivation. Puis oui, en fin de semaine, j'étais là pour les 2 matchs. Oui, après ça a été la 100e victoire de Steve Hartley en fin de semaine, quand même très rapide là, comme 100e victoire pour un jeune coach. Puis oui, les gars ont parlé dans la chambre après la game, j'étais là parce que je les ai annoncé la mauvaise nouvelle qu'on tombait en zone rouge. Mais oui, les gars réalisent qu'ils jouaient contre une équipe qui est supposée d'être un contender, puis nous, on n'est pas supposé d'être là. Puis les gars, ils en retiraient une grande fierté là, de les avoir battus en fin de semaine. On va revenir à Xavier Simoneau tantôt. C'est sûr que c'est quelqu'un que je veux te parler. Je veux te parler de la COVID. En ce moment, là, vous avez de l'incertitude face au prochain week-end. Là, vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez pouvoir faire, quand est-ce que vous allez pouvoir rejouer un match. Là, c'est un peu troublant comme situation. Hein?
Oui, c'est ça. C'est répété, mais Steve, 100 victoires, Xavier Simoneau, 200 points. Fait que tout le monde était vraiment content. Puis comme je lui ai dit, moi, j'étais le casseux de party samedi soir là, quand je suis rentré dans la chambre pour leur annoncer qu'on ne jouerait pas. Mais écoute, il y a ça. Mais il y a aussi le fait, comme je leur ai dit, il y a peu de jeunes de 15 à 21 ans, parce que c'est un peu ça le groupe d'âge qu'on a ici, qui ont eu autant de fun qu'eux autres en fin de semaine passée. C'est pas facile pour personne qu'est-ce qui se passe présentement. Je pense que les joueurs, oui, sont restreints, oui, ils peuvent pas sortir, oui, on leur demande de pas se regrouper en dehors de l'aréna, mais quand même, ils pratiquent le sport qu'ils aiment, sont sur la glace à tous les jours. Aujourd'hui, on va pratiquer. Nous, on en profite pour amener Frank Bordeaux avec nous autres, un skills coach 2 fois par semaine, si on est capable, pour continuer à faire évoluer nos jeunes, à les faire grandir comme joueurs de hockey, comme étudiants et tout. Puis ils sont ici quand même. Est-ce qu'on aimerait mieux avoir 2 games en fin de semaine? Oui. Est-ce qu'on aimerait mieux la vie normale où il y aurait 2000 personnes dans l'aréna et des gens qui seraient fiers de suivre notre équipe de proche, notre jeune équipe? Oui. Mais c'est pas ça la réalité qu'on a présentement. Puis je pense que la Ligue fait un excellent travail pour permettre à nos jeunes d'être encadrés par le club junior, de continuer à progresser. Puis nous, notre rôle, c'est de réagir. J'ai comme plus d'opinion sur le COVID. Là. J'en ai déjà eu, mais regarde, mon rôle à moi puis le rôle de notre équipe, c'est de réagir puis de s'ajuster à ce que la Ligue nous dit. Je viens d'avoir un texto qui me dit que demain, on va avoir d'autres consignes claires de la Ligue versus comment continuer pour les clubs en zone rouge. Fait qu'on va s'adapter, mais qu'on ait ces guidelines-là. Là. Xavier Simoneau, j'y ai parlé avec lui aussi avant le match vendredi. Comment il a vécu la déception de ne pas être repêché? Puis toi, en tant que gars de hockey, comment tu t'expliques que ce jeune-là, malgré 5 pieds 7 pouces, n'est pas repêché et n'appartient pas à une équipe de Ligue nationale? Moi, j'adore la personne. C'est le hockey que je joue en fin de semaine. Honnêtement, c'est inspirant. Là, pourquoi on a réussi à battre un club à maturité comme Val-d'Or, c'est l'exemple de notre capitaine. Puis tu peux réagir quand tu t'enfarges ou quand tu trébuches dans la vie. Puis c'est pas enfargé puis il n'y a pas trébuché. C'est juste que c'est un petit joueur. C'est plus long pour lui. Ça va être plus long pour lui d'accéder à son rêve. On a tellement de bons exemples. Parce que moi, venant de la région de Québec, David Desharnais, Marc Chasseau, Yannick Gould qui vient de gagner la Coupe Stanley, c'est tous des gars qui étaient dans la même situation que lui, qui avaient le même genre de carrière junior. Puis tu peux pas faire grand-chose. À part moi, je lui ai envoyé un texto là, après. Puis moi, je crois en lui. Je pense qu'il va y arriver un jour. Mais bon, c'est pas tout le temps. On a parlé beaucoup dans la dernière semaine. Bon, mais il y a beaucoup de choses qui sont passées dans la dernière semaine. Coupe Stanley, repêchage, agent libre. Mais il y a plusieurs manières d'accéder à ce rêve-là. Puis c'est pas toujours par le repêchage. Puis c'est ça qu'il faut qu'il fasse. Puis je pense qu'il se laissera jamais. Il acceptera jamais qu'on lui dise non, puis qu'on lui ferme la porte, puis il va continuer à pousser. Puis c'est ça que tu veux qu'il fasse. Puis je pense que c'est dans lui. C'est pas, oui, Steve Hartley, il l'aide beaucoup là, sur la glace. Il est bien encadré, puis tout ça, mais ça vient de lui, ça vient sûrement de sa famille, la persévérance, puis de jamais lâcher. Puis je pense que ça va le motiver quelque chose de même versus la porter à lâcher et à abandonner sur son rêve. Il n'est pas repêché. Puis l'autre jour, j'ai croisé André Tourigny qui dirige l'équipe Canada Junior cette année. Tu le vois venir. André Tourigny m'a dit, je vais citer ce qu'il m'a dit. Il dit « On m'a dit que je n'aurais pas le choix éventuellement d'inviter Xavier Simoneau parce qu'il est trop bon et il fait trop des bonnes affaires. » Est-ce que tu penses qu'il y a une chance de se retrouver avec au moins au camp d'équipe Canada Junior? J'ai un grand respect pour André Tourigny, là, puis tant mieux s'il dit ça. Je suis content d'entendre ça, là, parce que c'est quand même lui un des boss. On s'entend, là, il est quand même très haut placé, puis il va diriger l'équipe. Fait que je suis content d'entendre ça. Puis si je me fie aux performances dans la fin de semaine, s'il réussit à faire ça jusqu'à les invitations, c'est quoi, début décembre probablement? Fin novembre, début décembre. Il va se mériter une invitation, puis je lui souhaite. Mais regarde, il va falloir qu'il fasse ses preuves. Il n'y aura jamais rien d'acquis. Fait que c'est pas parce qu'André a dit ça qu'il va l'avoir, mais je suis certain qu'il va la mériter. Et puis, présentement, en tout cas, l'échantillon est petit en début de saison, mais c'est probablement le joueur le plus dominant dans notre ligue présentement. Philippe, en tant, encore une fois, que gars de hockey, ancien joueur de la Ligue nationale, puis c'est pas une question de te mettre dans l'eau chaude, mais on a beaucoup parlé de ce que le Canadien a fait ou plutôt n'a pas fait au cours de la dernière séance de sélection. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de voir que année après année, c'est difficile pour le Canadien d'amener des gars de la... Là, je spécifie, je dis pas des Québécois, je dis des gars de la LHJMQ, ça peut être des gars des Maritimes, ça peut être des Européens de la LHJMQ. On ne pêche pas dans la LHJMQ du côté du Canadien depuis plusieurs années. Hein. Écoute, je ne sais pas trop comment... C'est sûr que c'est particulier. Fait qu'on ne reproche pas aux Canucks de Vancouver de ne pas repêcher des gens de leur province. On ne reproche pas aux Maple Leafs de... En tout cas, je ne crois pas.
Tu es peut-être plus à l'affût de tout ce qui se dit de ce côté-là. Mais en Alberta, on ne blâmera pas les Flames de ne pas prendre personne de l'Alberta. Au Québec, c'est particulier, je le comprends, le fait francophone, la fierté qu'on a, ce que le Canadien représente. Fait que je comprends qu'il y a plus de pression de ce côté-là. En tant que dirigeant, moi, je suis dirigeant d'un club junior. J'ai jamais senti la pression à Rimouski de repêcher des gars de la place. J'ai jamais ressenti la pression à Québec, même si on l'a fait à la répétition à Québec, j'ai repêché beaucoup de gars de la place ou ici. Fait que cette pression-là, je la ressens pas. Il y a des organisations au niveau junior qui préfèrent ne pas repêcher dans leur ville, si tu veux. Bon, cela étant dit, est-ce qu'on aimerait voir plus de Québécois chez le Canadien? Oui, moi, je connais les dépisteurs, on les connaît, là, sans les nommer, on les connaît très bien, les gens de l'organisation. Puis ça inclut Marc Bergevin, là, qui se déplace dans les arénas du Québec pour voir notre talent de la place. Oui, il y a une partie de moi qui est allé m'asseoir avec les dépisteurs du Canadien en fin de semaine. Puis oui, il y a une partie de moi qui se sent mal un petit peu pour eux parce que c'est rendu en 7e ronde. Ça aurait été quoi de prendre le défenseur de Chicoutimi? Ça aurait été quoi de repêcher Simoneau? J'en viens. Tu sais, Xavier, je lui souhaite d'atteindre la Ligue nationale, mais c'est sûr que c'est un petit gars qui pourrait fièrement porter le chandail du Canadien à Laval, aider les jeunes, il pourrait être là longtemps. Je lui souhaite, on verra, là. Mais oui, fait que c'est là que je me dis, tu sais, puis il faut prendre. Présentement, là, on a le nez dans vite, là, on voit plus clair quand on parle de ce sujet-là. C'est émotif. Des fois, il faut que tu prennes du recul. Avec le recul, bon, est-ce que le Canadien a repêché des Québécois dans les dernières années? Oui. Est-ce qu'ils ont fait des erreurs? Oui, comme tout le monde. Moi, mon choix, pour eux, c'était Mercer. C'est pas un Québécois, mais oui, c'est un produit de la Ligue nationale du Québec. Je croyais qu'au 16e rang, Mercer allait être possiblement là et qu'il aurait dû le prendre, mais je connais pas le défenseur qu'ils ont pris. Ils ont sûrement fait un bon choix. Je ne l'ai pas vu assez, mais le big picture, j'aurais aimé échanger un 7e choix pour un 7e choix, même si tu dis que le repêchage de l'année prochaine va avoir peut-être de la profondeur, tu aurais pu. Moi, je l'ai déjà fait. Rendu à Rimouski, là, à un moment donné, rendu en 8e, 9e ronde, je dis au gars de la place, hey, prenez quelqu'un. Prenez n'importe qui, même, souvent, je les avais vus, pour prendre un gars de la place. On a pris François Beauchemin de la place, qui a été, regardez, quand j'ai coaché les Remparts, il nous a battus pour gagner la Coupe du Président, qui a eu un rôle important dans le junior. C'est un gars de la place, fier de jouer pour l'Océanique. Rendu là, ça répète un clin d'œil aux heures passées par nos dépisteurs québécois dans les arénas ici. Puis cela étant dit, ça se peut que le dépisteur de l'Ouest, ça fait 5 ans aussi qu'ils n'ont pas pris de gars ou de dépisteur des États-Unis. On pourrait en parler longtemps. Oui, j'aurais aimé ça, regarde. Puis là, c'est carrément personnel que Xavier Simoneau soit repêché par le Canadien cette saison. Ça aurait fait du sens. Puis ça l'aurait tout enlevé la pression et les commentaires qu'on entend sur le DG, le dépisteur-chef et tout. Parce que, ultimement, je pense qu'ils sont bien intentionnés quand même dans ce dossier-là. Et on dit toujours, en tout cas, moi, je vais parler pour moi, je ne vais pas parler pour les autres. Les gens, des fois, quand je soulève ça, ont l'impression qu'on devrait prendre juste des Québécois. C'est pas ce que je dis. On parle de Goulet versus Mercer. C'est l'avenir qui va nous dire si le gars du Canadien a pris. Mais quand ça fait 7 ans en ligne, que pendant les 4 premières rondes, tu n'en prends aucun, à un certain moment, ça devient une tendance. Là. Ben, je suis pas au courant tu sais, t'es un gars, toi, tu connais tout ça, mais je l'ai lu cette semaine aussi, puis ça m'a frappé. Ça, honnêtement, là, aucun Québécois dans les 4 premières rondes, parce qu'il y en a eu des bons, là. Oui, on peut dire, tu sais, le seul, j'ai lu tous les comparatifs qui ont été faits. Oui, Beauvillier, c'est peut-être le seul qu'on a échappé, mais bon, ça arrive, ça, l'erreur est humaine, surtout dans un repêchage, mais de là à dire qu'on prend aucun Québécois dans les 4 premières rondes, c'est ce que je dis, il faut prendre du recul. Ça, c'est prendre du recul, examiner toute la situation, puis se dire, OK, wow, ça fait quand même un grand nombre d'années qu'on ne l'a pas fait, puis il y en a eu des bons. Puis moi, ça aurait été facile de donner un petit bonbon à tout le monde. Tu sais, Xavier Simoneau, ça aurait rendu, je pense, tout le monde fier et heureux au Québec de voir un petit gars de la place. Puis il y en a dans l'organisation du Canadien qui pousse pour lui aussi. Là. Philippe, merci beaucoup d'avoir pris le temps, toujours aussi intéressant. Puis on va souhaiter bonne chance aux voltigeurs. On espère surtout que vous allez jouer. Là. Au-delà de la victoire, de la défaite, juste de jouer, ça va être le fun. Là. On aimerait ça. Merci. Voilà, c'était Philippe Boucher, directeur général des Voltigeurs de Drummondville. Toujours très intéressant de s'entretenir avec lui. Choix de première ronde des Sabres de Buffalo en 1991, à l'époque où peut-être on en repêchait plus des joueurs de la LHJMQ du côté du Canadien. Bon, je pense qu'on a épuisé le sujet un petit peu, on a fait le tour. Je trouvais ça important de revenir sur cette discussion qui a marqué la dernière semaine.
Au cours des prochaines semaines, on va continuer à suivre ce qui se passe dans la LHJMQ. Je vous promets des entrevues avec des joueurs, je vous promets des entrevues avec des dirigeants d'équipe. Éventuellement, on va se pencher sur l'avenir aussi. Qu'est-ce qui s'en vient avec le Rocket de Laval, notamment? Est-ce que les activités de la Ligue américaine vont reprendre en même temps que celles de la Ligue nationale? On ne le sait pas encore. On est dans une situation tellement compliquée. Mais au moins, j'ai envie de terminer là-dessus la première édition de notre podcast 2021 et féliciter quand même la Ligue junior majeure du Québec d'avoir réussi là, à jouer premièrement un calendrier de matchs préparatoires sans qu'il y ait de problème. On a vécu malheureusement des cas de COVID là, à Boisbriand et à Sherbrooke. On s'attendait que ça devait arriver, mais il y a un recruteur de la Ligue nationale qui m'a dit lors d'un match à Shawinigan, la dernière fin de semaine des matchs préparatoires à la fin septembre, au moins, il dit, on chiale souvent contre la LHJMQ, mais cette ligue-là a fait en sorte que ça joue au hockey présentement, ce qui n'est pas le cas en Ontario, ce qui n'est pas le cas dans l'Ouest, ce qui n'est pas le cas dans les universités américaines. Alors, c'est pas évident et ce gars-là était très heureux de pouvoir aller voir des matchs, de compléter d'abord l'évaluation des joueurs qui étaient disponibles la semaine passée pour la séance de sélection de 2020 et de commencer à travailler sur celle de 2021. Parce que oui, il y aura une séance de sélection en 2021. À quel moment elle sera, de quelle façon elle se fera, on ne le sait pas, évidemment. Mais c'est une situation qui est... on est dans un marasme, pas seulement que le hockey, évidemment, c'est la société en général. Ça fait plus de 7 mois maintenant là, que tout est un peu chambranlant. On ne sait pas quand on va s'en sortir. On écoute les points de presse de la santé publique, du gouvernement, et on se dit qu'on est loin d'être sorti du bois. Nous, en tout cas, on va essayer à RDS et avec cette balado-diffusion sur la glace de continuer à parler aux joueurs, de continuer à parler aux jeunes, aux dirigeants, et en espérant qu'on va être en mesure là, de vous rejoindre à chaque semaine pour cette balado-diffusion qui, habituellement, soit dit en passant, va être enregistrée le lundi. Mais comme cette semaine, il y avait congé férié hier, on met ça en ligne mardi le 13 octobre, donc c'est notre édition numéro 1. C'est là-dessus qu'elle se termine. J'espère que ça vous a plu. Je remercie mes invités, Philippe Boucher, les Voltigeurs de Drummondville, Gilles Courteau, commissaire de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Merci à toute l'équipe qui permet de réaliser cette balado-diffusion. Et je vous donne rendez-vous prochain pour notre deuxième édition de Sur la glace. Merci à tous. Salut.